Vous ne prenez jamais assez de départ. Tous les jours, vous devriez en faire de 15 à 20. Tous les jours. À vos marques. Prêt. Ce joueur se trouvant démarqué peut shooter au but. Pars et garde ton rythme. Je m'appelle René Deleplace, je suis né en 1922 à Calais, dans le Pas-de-Calais, et première caractéristique, je n'ai pas quitté la région du Nord jusqu'à l'âge de 21 ans. C'est-à-dire que je ne connaissais pratiquement pas la France en dessous de la Somme au moment où la guerre s'est terminée. J'étais juste une fois allé à Paris, à l'exposition universelle de 1937. J'en étais d'ailleurs revenu émerveillé. Au moment où je commence à être attiré par les activités physiques, je suis encore très jeune, puisque les choses vont se faire pour moi au sein des jeux d'enfants que nous pratiquions en bande, en liberté très grande à l'époque, dans les moments où nous n'étions pas pris par l'école. Et c'est ainsi que je démarrerai, dans ma région ce n'est pas étonnant, je démarrerai les activités physiques par le football. Et puis aussi, par ailleurs, très vite, il se trouve que dans les quartiers successifs où j'ai pu habiter, Lille d'abord, Arras ensuite, eh bien, nous sommes évidemment très intéressés par le Tour de France. Et à l'occasion de ce Tour de France, nous organisions par équipe de coureurs, en prenant les noms des coureurs, et nous faisions des étapes au fur et à mesure qu'avait lieu le Tour de France. On reprenait ce Tour de France en le jouant nous-mêmes, en courant, et ça a été mon premier entraînement de course à pied qui probablement m'a aidé à acquérir les qualités suffisantes pour tout ce qui pouvait être course de fond ou course de vitesse. Le temps consacré officiellement au sein de l'école aux activités physiques était très limité. Nous avions dans l'enseignement primaire 1 heure par semaine et également, tout au moins dans les établissements que j'ai fréquentés, dans l'enseignement secondaire, il y avait également seulement 1 heure. Et dans cet enseignement officiel, on faisait évidemment forcément peu de choses, mais malgré cela, je peux témoigner que les spécialistes, dont beaucoup étaient des gymnastes, surtout pour l'enseignement primaire, mais d'autres spécialistes également, amenaient un contenu tel que nous étions nombreux à, en définitive, être vraiment intéressés par l'enseignement qui nous était proposé et qu'il y avait un échange extrêmement fécondant entre ce que nous vivions tout seuls, en bande de gosses, et puis ce que nous pouvions petit à petit assimiler de l'enseignement qui nous était assuré. Je retiendrai quand même la présence, pourtant peu de temps, dans ma vie,
mais d'un enseignant que le monde sportif et le monde de l'éducation il connaît bien, c'est Jean Guimier. Il se trouve que Jean Guimier a été nommé à l'école normale d'instituteur d'Arras en sortant de l'ENEP. À l'époque, c'était l'ENEP, qui est devenu l'ENSEP par la suite. Et il assurait donc à cette école normale d'instituteur un enseignement qui, relativement aux règles de l'époque, aux règles administratives de l'époque, ne constituait pas un horaire complet pour lui. Et on lui faisait faire un complément d'horaire au collège d'Arras où j'étais élève. Et c'est au collège d'Arras que j'ai donc rencontré Jean Guimier, qui a été pour moi l'étincelle qui a fait que j'ai, à un moment donné de mon adolescence, été attiré par la carrière d'enseignant d'éducation physique. J'avais un arrière-grand-père que je n'ai jamais connu, mais dont j'ai su qu'il était le maître nageur de l'école de natation de Douai. Donc il y avait déjà un petit peu d'atavisme de ce côté-là. Et puis mon grand-père, que j'ai connu peu de temps, mais que j'ai connu, et avec lequel j'avais des contacts très sympathiques, eh bien, avait fait l'école de Joinville, la fameuse école de Joinville de l'époque. Et enfin, mon père, lui, avait été devenu postier, mais pendant son service militaire, il s'était porté sur les rangs des candidats à la responsabilité de prévôt d'escrime. Il avait été effectivement retenu comme prévôt d'armes au Mont-Valérien. Et c'était un partisan de l'effort physique méthodique, avec l'esprit de méthode qui était celui des postiers de l'époque. Et il avait acheté le guide pratique d'éducation physique, que j'ai toujours dans ma bibliothèque, le guide pratique de 1909. Et les premières lectures que j'ai pu faire sur les techniques corporelles, c'est le guide pratique de Georges Hébert de 1909. L'événement très particulier qui va survenir dans ma vie de jeune homme au moment de la déclaration de guerre, ça va être l'arrivée d'un corps expéditionnaire britannique qui s'installe dans le Nord-Pas-de-Calais. Et parmi ces soldats britanniques, certains jouent au foot et cherchent des rencontres amicales avec les jeunes de la région, ce qui était fort facile. Et il y a toute une série d'autres, en particulier des officiers, qui jouent au rugby. Et je vais être le seul parmi mes camarades, et ayant la chance qu'il y ait un de ces détachements qui se trouve stationné à ce moment-là près de Saint-Paul-sur-Ternoise, là où étaient mes parents. Et j'ai eu la chance donc d'avoir ce détachement d'officiers britanniques avec lesquels je me suis mis à jouer au rugby. Pour le plaisir, j'ai sollicité de pouvoir jouer avec eux et ils m'ont pris avec eux, j'étais le seul Français. Et ce qui me plaisait dans ce jeu-là, ce qui me plaisait à découvrir, c'était le fait qu'on jouait au pied et à la main. Et ils m'ont fait jouer dans les lignes arrières, comme j'étais jeune, que j'étais rapide, etc. Bon. Et donc j'ai appris tout seul en les voyant faire et en étant avec eux. Au moment où l'invasion, où la déclaration de guerre a lieu, je suis obligé de faire un choix. Mes parents étaient tout prêts à me laisser venir à Paris pour préparer l'éducation physique, le professorat, et ça n'est plus possible. Ils pensent que c'est trop dangereux, qu'il peut arriver des choses très graves, et il vaut mieux que je sois près d'eux. Rester près d'eux avec une préparation à Lille qui me voue à un échec presque certain, alors la mort dans l'âme, j'opte pour les mathématiques et je fais un parcours de mathématiques qui semble devoir me fixer définitivement. Et puis je constate quand même, avec le coup d'arrêt du service obligatoire du travail, que l'éducation physique et le sport me travaillent toujours. Et à la Libération, j'obtiens un poste de maître d'internat au Collège Chaptal. Je m'y installe, je rencontre un certain Doradou et un certain Surel. Je prends contact avec eux parce qu'ils sont profs de gym. Et Surel me dit « mais oui, mais si vous voulez faire l'ENSEP, mais bien sûr, vous allez... » Et il m'oriente tout de suite vers Maigret,
qui devient mon entraîneur d'athlétisme. À la faisanderie, les futurs professeurs, les futurs maîtres d'éducation physique sont à leur tour présentés au ministre qui les incite à prendre conscience de leur mission, plus nécessaire que jamais dans la France actuelle. Je rentre à l'ENSEP en 1946 et j'en sors en 1948. Au moment où j'en sors, je suis nommé à l'école normale d'instituteur de Troyes, dans l'Aube. Et à cette époque-là, un poste dans une école normale d'instituteur, c'était un poste de rêve. C'était un poste de grande qualité, à cause de l'état d'esprit des élèves qui étaient déjà engagés dans la profession d'enseignant, dont beaucoup étaient très intéressés par la pratique sportive. Et dans cette petite école normale d'instituteur de Troyes, par conséquent, je vais tout de suite pouvoir faire un travail comme professeur d'éducation physique très intéressant. Je vais pouvoir assurer, et ce sera très important pour moi pour la suite, assurer un fonctionnement d'association sportive dont je dois encadrer toutes les spécialités pratiquées. Et comme je n'ai aucune raison de négliger ce qui peut être fait, je vais à la fois donc faire sérieusement un travail d'association sportive scolaire en athlétisme, en football, en basket, en handball, de la natation, et puis je me dépêche d'introduire le rugby dans un pays où personne ne connaissait le rugby. Parce qu'il est un jeu, le rugby est un sport destiné aux jeunes. Mais c'est un jeu difficile dont il faut apprendre très tôt la technique et les règles de base. On comprend alors la nécessité de ces écoles de rugby dont nous montrons ici un exemple pris entre beaucoup. Je constatais que, quelles que soient les explications que je donnais, ces gosses-là, qui étaient d'excellents footballeurs, se plaçaient sur le terrain de rugby comme au football, y compris avec un gars sous le but, qui ne pouvait pas arrêter les buts, bien sûr. Et puis un beau jour, tout d'un coup, j'ai dit, mais je leur ai expliqué que au football, on mettait un gardien de but, parce que quand on n'a pas pu arrêter le ballon avant qu'il arrive dans le but, il y a au moins le gardien qui peut espérer l'arrêter. Tandis qu'au rugby, on ne peut pas. On ne peut arrêter le ballon que quand il est encore à portée de main. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs pour ça que la règle du drop, c'est que le ballon part du sol. Il part du sol de façon à ce que dans la trajectoire, dans le début de la trajectoire, il y a un temps d'intervention possible pour les défenseurs. Autrement, ce n'est pas possible de défendre une cible à 3 mètres de haut. Donc, le seul point que j'ai été amené à leur donner, ça a été celui-là. Vous défendez un but que vous ne pouvez pas défendre à l'arrivée, il faut le défendre au départ. Et quand je leur ai eu dit ça, j'ai été surpris de voir qu'ils se mettaient tous au niveau du ballon. Autrement dit, sur un détail comme celui-là, je faisais une découverte pédagogique. Et puis, au fur et à mesure que les années vont s'accumuler, eh bien, je vais être tout naturellement conduit à ajouter à mon travail de professeur d'éducation physique, assurant l'entraînement de rugby à la section du lycée où je suis enseignant. Eh bien, ça va m'amener à devenir entraîneur, et je deviens entraîneur au PUC. D'ailleurs, dans des circonstances très particulières, puisque j'étais encore joueur à l'époque, je faisais partie de la réserve régulièrement, et Clément Dupont, qui était l'entraîneur du PUC à ce moment-là, tout d'un coup, devant les difficultés qui s'amoncelaient pour lui, parce que malheureusement, et alors que c'était un homme de très grande valeur, un homme que j'estime énormément, Clément Dupont a été découragé par la façon dont les choses se passaient au PUC pour lui.
Et il était d'autant plus découragé qu'il n'avait pas, il ne pouvait pas comprendre ce que signifiait cet esprit étudiant d'inconséquence, de fantasme, de fantaisie. Et en 1957, la saison 56-57, il interrompt son travail d'entraîneur, il s'en va. Et l'équipe du PUC, qui était en première division à ce moment-là, qui était une des grandes équipes de l'époque, se trouve sans entraîneur. Et ils viennent me trouver, puis ils me disent « Dis donc, toi, t'es prof de gym, hein, et puis tu joues souvent avec nous, t'es remplaçant, t'es titulaire de la réserve, tu vas nous entraîner parce qu'il faut absolument qu'on gagne à Lyon. Si on ne gagne pas, on descend de division. » Bon, j'aime autant vous dire qu'ils ont effectivement gagné à Lyon. Je ne vois pas très bien comment je pourrais prétendre y être pour quelque chose, sauf peut-être l'élément moral que je n'ai pas refusé de le faire. Et donc, le PUC reste en première division. Et à l'ouverture de la saison 57-58, les joueurs sont revenus me trouver. Ils m'ont dit « Écoute, hein, nous, on est content que tu t'occupes de nous. C'est toi qui vas nous entraîner. » C'est comme ça que les choses se sont passées. Il n'y a rien eu de prémédité. Et j'ai donc commencé à entraîner au PUC avec les difficultés qui étaient celles qu'avait connues le père Dupont. Alors, j'ai tout de suite tranché dans le vif en disant « Je veux bien vous entraîner ». Et j'ai dit aux responsables administratifs de la section, aux dirigeants de l'époque, je leur ai dit, moi je veux bien entraîner, mais à condition qu'au lieu de faire l'entraînement le jeudi après-midi, comme ça à la sauvette, qui fait que quand les joueurs qui ont démarré l'entraînement fichent le camp, il y en a d'autres qui arrivent, ils disent, moi ça ne marche pas ça. Je veux bien assurer ça, mais ce sera un entraînement du soir, et on aura l'entraînement technique le jeudi, mais je veux rajouter le mardi un entraînement physique, que je ferai moi-même. Parce que jusque-là, tous les joueurs de sport collectif, basket, football, rugby, handball, ils avaient un entraînement de condition physique avec Omnes, avec Gilbert Omnes, qui s'arrachait souvent les cheveux parce qu'il avait affaire à un certain nombre de zigotos qui venaient là, on se demandait pourquoi, et qui étaient loin d'être des éléments intéressants de ce point de vue-là, même si c'était des bons sportifs par ailleurs. Et donc, c'était un entraînement de mise en condition physique tel que déjà, je ne le concevais pas. Je pensais qu'il devait y avoir une relation suffisamment étroite entre le travail des moyens athlétiques, avec lequel j'étais absolument d'accord, et puis le travail purement technique et tactique. Et dans ces conditions-là, j'ai donc demandé, c'est les conditions que j'ai posées, qui m'ont été accordées, et grâce auxquelles j'ai pu avoir certains résultats, de faire l'entraînement technique et l'entraînement de conditions physiques moi-même. Raymond Barthès, qui est lui aussi, c'est un technicien de très grande classe, dont on ne parle plus, et je pense que c'est bien dommage, parce que ça a été un des plus intelligents parmi nos entraîneurs français. Et en plus de ça, c'était un homme très sympathique. Donc Raymond Barthès, je fais sa connaissance en 1956 à Voiron, dans un stage FSGT, et lui aussi, certainement, a dû parler de moi à Julien Saby, qui était le responsable des stages de la Fédération de rugby, puisque un certain Sourda, qui était inspecteur de la jeunesse et des sports et qui était membre du Racing, m'a fait savoir qu'on me proposait de venir faire le stage de 3e degré des éducateurs fédéraux de rugby, stage que j'ai fait en 1957. Donc je suis sorti éducateur fédéral agréé. À cette époque-là, il y a les 10 premiers de l'examen final du stage étaient des éducateurs agréés, parce qu'à la Fédération de rugby, on ne parlait pas d'entraîneur, il fallait parler des éducateurs. Et le père Saby m'a dit, écoutez, ce serait intéressant que vous veniez dans l'équipe d'encadrement des stages de rugby de la FFR, si vous êtes d'accord. Et j'ai accepté, et il m'a dit à ce moment-là, mais est-ce que vous avez un projet quelconque en dehors du fait d'être présent avec nous dans l'encadrement des stages de formation des éducateurs?
Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, moi, je suis absolument d'accord pour m'occuper maintenant que j'ai fait presque une dizaine d'années d'expérience dans des régions rugbystiques, pour m'occuper de ma région native, le Comité des Flandres. Et c'est comme ça qu'avec l'appui de la Fédération de rugby et l'appui de Julien Saby, j'ai commencé un travail en direction, en profondeur, alors vraiment en direction du Comité des Flandres, parce qu'en plus de ça, je savais qu'on pouvait trouver une quantité formidable d'éléments athlétiques là-bas. Il y avait une jeunesse avec une quantité considérable d'enfants vraiment doués. Alors, en gros, qu'est-ce que j'ai fait en Roumanie ? On m'a d'abord fait voir l'ensemble des matchs de championnat qui se jouaient à Bucarest pour que j'ai une idée sur le jeu qui se faisait. Moyennant quoi, au bout du compte, j'ai fait un premier compte rendu critique sur ce que j'avais remarqué. Et puis, on m'a demandé de partir dans un centre d'entraînement qui se trouvait près de la frontière hongroise, dans la Pouste, ce qu'on appelle la Pouste hongroise. C'est une région particulière du point de vue de la végétation, etc., etc. En tout cas, j'étais dans un camp d'entraînement qui était très bien agencé, et j'avais là tous les espoirs. J'avais demandé à ce qu'il y ait une quarantaine de joueurs, les espoirs juniors qui allaient devenir seniors, à prendre en stage, et avec quelques-uns des entraîneurs les plus cotés de la fédération de rugby roumaine. Et donc, j'ai procédé là à tout un travail où j'ai utilisé vraiment mes façons de travailler à moi. J'avais toute liberté, et c'est au cours de ce stage qu'en même temps, on m'a demandé de jouer le rôle de sélectionneur unique en indiquant ceux des joueurs que je verrais comme ayant véritablement des chances de se construire un avenir comme grands joueurs. Et c'est comme ça que j'ai découvert Demian, que j'ai découvert Irimescu, et en particulier Demian a été bien connu parce que ça a été un numéro 8 remarquable. Et ensuite, il a joué, je crois, même à Toulon. Il est venu jouer en France. Par ailleurs, on m'a fait prendre en main l'équipe nationale de l'époque, dont le capitaine était Moraou, qui avait comme arrière Penchou, et donc j'ai été responsable de l'équipe nationale roumaine à ce moment-là, qui s'est trouvée. Là aussi, ça a été un coup heureux pour moi, parce qu'il faut savoir qu'il y a trop d'éléments impondérables qui jouent. Ils ont battu la France pour la première fois, en Roumanie, bien sûr, à domicile. Mais ils ont battu la France pour la première fois en test match, après 50 ans de défaite. Et donc, j'en reviens à cette ouverture d'esprit qui était celle de Julien Saby, et qui l'a amené non seulement à entretenir des contacts comme personne n'en a jamais eu avec tous les pays rugbystiques, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, tous les Britanniques, l'Australie. Eh bien, au moment où il y a eu ces nouvelles règles en 1964, il a tenu ici à l'INS un stage spécial où il a rassemblé les 60 entraîneurs français qu'il considérait comme les meilleurs de l'époque, et il nous a demandé de procéder à toute une analyse pour voir quel était le parti qu'on pouvait tirer au plan de l'intelligence tactique, tout le parti qu'on pouvait tirer de ces nouvelles règles. Et il avait pris la peine d'inviter les Britanniques. Aucun des pays britanniques n'a répondu, sauf le Pays de Galles, qui est venu ici avec un entraîneur qui s'appelle Roy Bish, et qui s'est fait accompagner d'un professeur de français, Neil Harris, qui est devenu mon ami. Ils sont devenus tous les deux mes amis d'ailleurs, et ils sont venus assister à ce stage,
Et ils ont été stupéfaits de voir le degré de réflexion tactique et de réflexion sur l'intelligence du jeu qui pouvait être celle des entraîneurs français. À l'issue de ce stage, à la fois avec tout ce qu'ils avaient vu et puis avec ce que j'avais pu présenter sur les contre-attaques, Roy Biche et Neil Harris sont venus me trouver et ils m'ont demandé si j'accepterais de venir faire, c'était une première par rapport aux Britanniques, si j'accepterais de venir faire une conférence chez eux ou une présentation. Et je leur ai demandé de réfléchir. Et puis, au bout d'un certain temps de réflexion, j'ai adressé une lettre. Je leur ai adressé une lettre en leur disant « Moi, je veux bien venir, mais je veux venir avec des Français, des jeunes Français que j'ai formés comme rugbyman, les faire jouer contre des jeunes Gallois et qu'à partir de là, on puisse discuter et non pas que je fasse une conférence dans le vide. » Et ils ont trouvé l'idée particulièrement intéressante et a été décidé le jumelage du collège de Caerphilly, près de Cardiff, avec le lycée Lacanal. Voilà comment ce jumelage s'est fait et comment il y a eu là un contact avec les Britanniques qui a été fructueux par la suite. Par ailleurs, personnellement, j'ai été très attaché au sein du club à ne pas m'occuper que des seniors et à ne pas m'occuper que de l'équipe première senior. Si bien que j'ai été entraîneur de l'équipe première du club de 56 à 61. En 61, j'ai demandé à passer sur les juniors, puis sur les cadets. Et puis, cette équipe cadet, j'ai demandé à pouvoir la remonter en junior avec moi. Et elle a joué la finale du championnat de France. Cette section junior du PUC avait toujours de très bons résultats à cette époque où c'était vraiment la Coupe Franz Rechel et où il y avait pour les cadets la Coupe Krabos. En 73 ou 74, je crois que c'est en 73, j'ai été sollicité par les joueurs du PUC, alors que je m'occupais de cette équipe junior qui a fait la finale de 73 contre Perpignan, pour reprendre la première, parce que l'équipe première était dégringolée en deuxième division et il ne parvenait pas à remonter. Et j'ai eu finalement la chance de réussir sur 2 saisons à les faire remonter en division nationale. Et à ce moment-là, ils auraient voulu que je continue, mais j'estimais que d'abord je commençais à vieillir et je leur avais tenu ce langage. Je pense que les façons que j'ai de travailler et puis les perspectives qui m'apparaissent en prolongement de ça sont peut-être bien l'avenir, mais moi je ne suis pas l'avenir à l'âge que j'ai. Donc je vais encore consacrer un certain nombre d'années mais aux jeunes de l'école de rugby qui existait depuis peu. Et en m'occupant de cette école de rugby, j'ai donc amené les cadets en 81 à jouer la finale au Parc des Princes, enlevé de rideau de la grande finale. Et cette année-là, l'équipe cadette qui était opposée à l'équipe du PUC pour la finale du championnat de France, c'était Bagnères de Bigorre. Et l'équipe senior qui jouait la finale, je ne sais plus contre qui c'était, mais c'était aussi Bagnères de Bigorre. Dans le rapport aux joueurs, je me suis toujours efforcé de conserver un des aspects de mon expérience d'enseignant ayant affaire à des individus qui n'étaient pas tous volontaires, qui n'étaient pas tous intéressés et qu'il fallait réussir à intéresser, d'une part. D'autre part, qu'il fallait réussir à mobiliser. Et j'ai été conduit à me dire qu'il fallait toujours s'appuyer d'abord sur ce que le sujet réalisait de positif. Pour ensuite, non pas lui passer du beurre dans le dos en taisant ses erreurs et ses fautes, mais pour ensuite, au contraire, les lui mettre en relief et se servir de l'encouragement
de la mobilisation qu'on avait pu obtenir par les points positifs d'abord soulignés pour s'attaquer au reste, avec pour lui ensuite évidemment l'obligation de répondre à ce qu'on pouvait lui proposer. Et s'il laissait tomber, il devenait le responsable de son manque de progrès. Eh bien, j'ai conservé ça en direction des joueurs, bien entendu en étant plus exigeant, beaucoup plus exigeant, à travers mes critiques de ce qui était négatif, en étant beaucoup plus exigeant dans la quantité de travail, dans l'attention pour le travail, etc. Barrow to Vero to Vilpre. Vilpre almost over halfway. Inside to Mazo. Mazo to Claude Sponero. Sponero to Vero almost up to the English 25. Mesmeric here. Good score again. Ce qui constitue pour moi, qui continue toujours de constituer pour moi l'essentiel, c'est la prise de décision tactique. À partir de la prise de décision tactique, la nécessité de développement de la finesse d'exécution des décisions prises, et par ailleurs, dans le combat physique qu'on est obligé de mener, développer en même temps mettre au point un travail de développement sur un troisième pôle, qui sont les moyens athlétiques qui sont au service de l'exécution. Parce qu'il est certain qu'à partir du moment où il y a un déséquilibre athlétique trop grand, on peut être aussi tactique qu'on veut et aussi finement technicien de la passe ou du coup de pied. De toute façon, on ne peut pas réussir à tenir tête à un adversaire qui a cet avantage athlétique. Voilà pour l'essentiel ce que je pense pouvoir dire sur ce que je me suis efforcé d'amener. Et de toute façon, je n'ai poussé ce travail-là à mon avis, que jusqu'à un certain point. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ce que j'ai pu amener de valable a été repris en main et développé par d'autres. Je pense en particulier à tout ce que le Stade toulousain a pu amener avec Bru, puis avec Scrella et Villepreux, et puis maintenant avec Noves. Noves qui a d'ailleurs participé au stage d'Arras, lui aussi, au moment où il était encore joueur et où il préparait le professeur d'éducation physique. Et puis, par ailleurs, il y a eu toute une série d'apports. Kilis est venu au stage d'Arras, Villepreux lui-même est venu au stage d'Arras. Il y a véritablement eu, en définitive, une ouverture d'esprit qui est particulièrement satisfaisante pour moi, en ce sens que il semble bien que je ne suis pas resté le seul à penser que, contrairement à ce qu'on considérait avant, l'intelligence tactique peut s'enseigner. Et je pense que c'est ça l'essentiel de ce que j'ai travaillé. Les gens qui peuvent vivre de leur art sont des gens qui, d'une part, ont évidemment une vie personnelle qui peut être particulièrement captivante, qui est de toute façon très riche, qui peut être malheureuse par ailleurs, mais ceci est encore un autre aspect des choses. Mais de toute façon, ils ont aussi, en définitive, et on doit le leur reconnaître, ils ont aussi cet apport aux autres qui provient du fait qu'ils poussent plus loin les limites de qualité de l'activité culturelle à laquelle ils consacrent tout leur temps et toute leur énergie. Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas vivre de son art sportif comme on vit de son art musical ou de son art pictural, etc. Mais la question qui se pose, et qui se pose pas seulement pour le sport, mais pour certains autres métiers, tels que la danse, la question qui se pose, c'est que la carrière possible d'un professionnel en sport comme d'un professionnel en danse, eh bien, elle est courte. Est-ce que on peut accepter que les choses se passent de telle façon
que sur une carrière très courte, on arrive à faire fortune et à vivre de ses rentes tout le temps, moi je pense que ce sera absolument regrettable. Il faut trouver quels peuvent être les recyclages possibles, les réoccupations possibles de ceux qui ont été au premier plan de la production sportive, et de même qu'il en va ainsi pour les professionnels de la danse, pour qui se pose la même difficulté de reconversion dans les conditions actuelles. Et par conséquent, le rôle de l'argent, je pense que ça ne doit absolument pas tout régenter. J'ai noté ce que représentait comme apport possible des articles comme celui qu'avait fait Carducci sur le stage d'Arras, ou comme certaines analyses que pouvait faire Robert Barran, ou encore comme actuellement peuvent faire dans leur ensemble les rédacteurs de Midi Olympique, qui sont pas au-dessus de toute critique, qui ont des moments où on peut véritablement ne pas être d'accord du tout avec eux, mais qui s'efforcent d'améliorer constamment une information sur les différents aspects du sport dont ils s'occupent, pour faire en sorte que le public lui-même s'améliore, qu'il ait une vue de plus en plus intelligente, qui l'amène à sympathiser vraiment avec les acteurs du sport de haut niveau, et qui les amène aussi à ne pas se précipiter à brûler aujourd'hui ce qu'ils ont censé hier, et vice-versa. Serge Simon a souligné, et il a évidemment sa qualité de médecin pour appuyer ce qu'il dit, a souligné que c'est difficile, dans certains cas, à faire le départ entre un dopage, qui est à la fois une tricherie du point de vue de la production sportive, et qui est par ailleurs un mépris de l'individu, même si c'est l'individu lui-même qui se méprise lui-même en se dopant, avec tous les dangers que ça représente du point de vue de la santé et du point de vue de l'avenir du sujet. Mais la séparation est difficile à faire avec un traitement nécessaire par rapport à des atteintes de santé momentanées, par rapport à certains problèmes de blessures ou autres. Donc, je pense que la lutte contre le dopage, dans son côté absolument scandaleux et dangereux, elle est commencée. Je souhaite qu'elle soit poursuivie avec un éclairage de plus en plus riche et de plus en plus pertinent, mais on verra bien comment ça se développera. Il semble bien qu'actuellement, il y ait quand même une prise de conscience qui se fasse, mais elle est accompagnée par un certain nombre de déballages dont on verra bien où ils mènent, parce qu'ils peuvent très bien amener quand même dans une impasse par rapport à ce problème humain très complexe du dopage. Et personnellement, je reste évidemment attaché à cette idée fondamentale de la création même du sport, c'est que l'honnêteté dans la recherche du résultat, c'est l'élément déterminant.